Quel empire s'effondre selon vous? L'empire des États-Unis? L'empire des États-Unis s'effondre, oui. Et qui va prendre sa place? Personne ne peut remplacer l'empire américain. Nous vivons donc un moment unipolaire. Et l'analogie historique la plus proche aujourd'hui est l'effondrement de l'âge du bronze. L'âge du bronze du bronze? L'effondrement de l'âge du bronze, et cela s'est produit il y a plus de 3000 ans. Lors de l'effondrement de l'âge du bronze, il y avait ces royaumes établis au Moyen-Orient et en Europe. Il y avait la Grèce mycénienne, il y avait l'empire hittite en Anatolie, l'actuelle Turquie. Il y avait l'empire mésopotamien, il y avait les Égyptiens. Et un par un, ils se sont effondrés. La raison est qu'une tempête parfaite de calamités est survenue en même temps. Il y a eu des séismes, des famines, une crise climatique, des guerres civiles, des révolutions. Il y a eu cet afflux massif de réfugiés, les peuples de la mer, venant du nord et de l'ouest de l'Europe, balayant tout le Moyen-Orient. Et la raison est qu'ils avaient faim. Ils n'avaient plus rien à manger. Alors ils se sont organisés en, vous savez, ces grandes armées de pirates et ils ont submergé des civilisations entières. Nous allons voir une dynamique très similaire se jouer dans le monde où, à l'avenir, notre souci ne sera pas les guerres. Notre souci sera ces millions de réfugiés qui voudront affluer dans nos sociétés parce qu'ils ont faim. Ils viendront d'Afrique, ils viendront aussi du Moyen-Orient et probablement également d'Amérique du Sud, venant ainsi de différentes régions du monde. J'ai vu votre émission avec Steve King, d'ailleurs. Steve King. Oui. C'était une super émission, non? Et il en a parlé. Écoutez, le monde dépend des engrais. Et il y a 8 milliards de personnes dans le monde. Sans engrais, le monde ne pourrait nourrir au plus que 2 milliards de personnes. Alors, que vont faire les 6 milliards restants? Mourir de faim? Non, ils vont migrer. Et ils vont vouloir de la nourriture. Et cela va créer une énorme crise mondiale à travers toute la planète. On pourrait dire qu'avec l'IA et la robotique, les coûts de production vont chuter et qu'il y aura plus, vous savez, Elon parle de l'ère de l'abondance et tout ça. Mais il faut faire pousser la nourriture dans le sol. Et on utilise des engrais pour maximiser la capacité de la Terre à produire. Si vous n'avez pas d'engrais, vous pouvez avoir autant de robots que vous voulez. Eux n'ont pas besoin de manger. Nous devons manger. Alors quel est votre... vous avez parlé d'espoir. C'est vrai. Êtes-vous optimiste? Je suis très optimiste. En quoi espérez-vous? Je crois que les humains sont avant tout créatifs et résilients. Et nos capacités se sont endormies parce que nous sommes devenus trop complaisants. Le mode de vie occidental nous a rendus extrêmement paresseux et gros. Mais dès qu'une crise survient, dès que nous sentons nos familles en danger, nous sommes capables de nous unir en tant que peuple et de faire preuve d'une imagination immense pour bâtir une société meilleure. Professeur, quelle est la chose la plus importante dont nous n'avons pas parlé et dont nous aurions dû parler? Alors, parlons de la nature de la réalité. Pour expliquer la nature de la réalité, je vais expliquer l'allégorie de la caverne de Platon, dont il parle dans son livre « La République ». Oui, exactement. Ce livre? Oui, La République, d'accord? L'un des chefs-d'œuvre de la civilisation grecque ainsi que de la civilisation occidentale. Très bien, voici donc comment Platon explique la nature de la réalité. Et pour cela, il utilise une métaphore appelée la caverne. Alors, je veux que vous imaginiez une caverne sombre et immense. Et dans cette caverne, il y a des centaines de personnes alignées ensemble. Elles sont toutes assises en rang, et cela s'étend sur, vous savez, des kilomètres et des kilomètres, des milliers de personnes. Elles sont enchaînées au sol et leurs coups sont entravés, de sorte qu'elles ne peuvent pas bouger. Et tout ce qu'elles peuvent faire, c'est fixer devant elles un mur géant et vide. D'accord? Maintenant, derrière ces gens, et encore une fois, ils ne peuvent pas voir derrière eux, n'est-ce pas? Il y a un grand feu. À côté de ce feu, il y a des gens. D'accord? On ne sait pas qui ils sont. Platon n'explique jamais qui sont ces gens.
Ils prennent des marionnettes et projettent ces marionnettes grâce au feu sur le mur. Et quand les gens voient parfois les ombres, ils pensent que c'est la réalité. Et de ce fait, ils commencent à créer des récits pour expliquer cette réalité. Ils créent un langage, ils donnent des noms aux ombres, ils expliquent d'où viennent ces ombres. Ils créent une religion. Ensuite, ces gens décident de se spécialiser. Il y a donc des gens qui sont prêtres et qui expliquent cette nouvelle religion. Il y a des gens qui sont poètes et qui parlent de la beauté de ces ombres. Et puis, vous avez des enseignants qui parlent de ces ombres aux enfants. Et puis, avec le temps qui passe, ce qui arrive bien souvent, c'est que ces gens-là finissent par tomber amoureux petit à petit de cette réalité au point d'en devenir vraiment dépendants, presque sans s'en rendre compte. Alors, si quelqu'un arrive et dit « Hé les gars, pourquoi ne regardez-vous pas derrière vous pour voir ?» Tout cela n'est qu'une farce, ces gens seront si en colère qu'ils tueront cette personne. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un drama coréen. Avez-vous déjà regardé une série télévisée coréenne? Pas vraiment, non. D'accord. Alors, malheureusement, moi oui. Et ces trucs durent genre des milliers d'heures. Et pendant les 10 premières heures, l'intrigue vous dégoûte parce qu'elle n'a aucun sens. Mais vers la 20e heure, vous ne pouvez plus vous arrêter de regarder. Pas vrai? C'est la même chose ici. C'est un feuilleton télévisé stupide. Tout est faux. Mais quand les gens en regardent trop, ils veulent que ce soit vrai. Et c'est la nature de la réalité dans laquelle nous vivons. N'est-ce pas? Donc, il faut se rappeler que ce ne sont pas les dirigeants qui créent cette réalité. Ce qui crée cette réalité, c'est notre imagination. Bon, la première chose à comprendre, c'est que tout est une hallucination. Et c'est une chose que les neuroscientifiques ont confirmée. On va donc prendre l'allégorie de la caverne de Platon, le cadre, et l'appliquer à notre réalité pour comprendre comment elle est créée. D'accord? Alors, dans la première couche, il faut un pouvoir, une force pour enchaîner les gens, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel américain, ainsi que l'Empire. Donc, pour en revenir à cet exemple, c'est la couche qui met les gens dans les chaînes. Mais maintenant, la deuxième étape, c'est qu'il faut des gens pour créer la réalité, pour diriger l'attention des gens, pour créer le jeu. Et ça, ces gens sont l'élite financière, la banque des règlements internationaux basée à Bâle. Alors, que font-ils? Ce sont ces gens qui fixent les taux de change des devises. Et ils permettent également des transactions financières fluides, le système SWIFT, en gros. Ensuite, Wall Street est la City de Londres où se trouvent les financiers. Et puis, il y a la Réserve fédérale, le système de la Réserve fédérale, car ce sont eux qui impriment l'argent. Bon, une fois les règles du jeu créées, il faut créer le jeu lui-même, qui est l'économie mondiale, n'est-ce pas? L'économie mondiale. Et évidemment, c'est un système assez vaste qui englobe tout, d'accord? Maintenant, il faut expliquer aux gens comment fonctionne l'économie mondiale. Et on ne peut pas dire aux gens, oh, en fait, il y a ces gens secrets qui travaillent dans l'ombre et projettent des ombres sur un mur. Alors, ce qu'on fait, c'est créer des organisations multilatérales qui prétendent contrôler l'économie mondiale. Et ce sont la Banque mondiale, les Nations unies, l'OMC. Vous faites croire aux gens que tout cela est contrôlé de façon impartiale pour notre bien. Maintenant, vous devez convaincre les gens que ce système est légitime, que quand vous voyez réellement les ombres sur le mur, elles sont réelles. C'est pour ça que vous avez besoin des médias. C'est pour ça qu'il faut de la culture comme Hollywood, des films en gros. Et il faut de l'éducation, un système scolaire. D'accord? Ce sont ces gens qui sont tous prisonniers, qui sont devenus les chefs des prisonniers et qui les aident à comprendre les ombres sur le mur. Alors, je fais partie des médias? Oui, c'est ça. Ah bon? Oui. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis l'un de ceux près du feu qui contrôle le récit. C'est ça? Oui, oui. Mais je n'appartiens à personne. C'est ce que vous croyez. Ah, vraiment? Oui. Et à qui est-ce que j'appartiens?
Au final, ce sont ceux qui contrôlent le feu qui commandent, n'est-ce pas? Donc au final, ce sont ces gens, le second niveau, les maîtres du jeu, l'élite financière qui contrôlent tout. Et l'élite financière, bah, c'est encore comme la Banque mondiale, vous disiez. Non, non. L'élite financière, ce sont ces banquiers privés. D'accord. Donc ce sont les banquiers privés qui me contrôlent. Parce que vous disiez que j'étais dans les médias. Est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Ouais, Alors ils vous contrôlent. d'accord. C'est ça. Comment est-ce qu'ils me contrôlent? Parce qu'ils contrôlent la création de l'argent. Et donc maintenant que vous avez les médias, les écoles et les systèmes culturels qui aident les gens à comprendre les ombres sur le mur, ces ombres sont désormais intériorisées. Et elles dictent les valeurs et les normes des gens, ce qu'ils croient être bien ou mal. Elles dictent les habitudes et les coutumes, la façon dont vous vivez votre vie. Et elles dictent le système juridique qui est puni pour quoi, d'accord? Et cela devient l'édifice supérieur. Et ce qui est incroyable avec ce système, c'est que dans nos esprits, d'accord, dans nos esprits, nous croyons que le système est tout d'abord l'opposé complet, où la base est en fait les lois, les habitudes et les valeurs. Alors qu'en fait, en réalité, ce ne sont que des produits de notre imagination. D'accord, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une structure très très délicate. Donc si quelqu'un ne coopère pas, d'accord, alors cet édifice s'effondre. Parce que c'est un système très, très délicat, d'accord? Et la troisième chose, et c'est le plus important pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, à mesure que le système devient beaucoup plus instable, ce qui signifie que les jeunes ne croient plus vraiment aux ombres. Les jeunes grandissent et se disent « est-ce que ces ombres sont vraiment réelles? Elles ne me semblent pas réelles. » Le système doit devenir beaucoup plus autoritaire. Il doit forcer les gens à croire ce qu'ils refusent de croire. Parce que chacun dans le système est incité à s'assurer que cet édifice reste stable. Pensez-vous que ce soit lié d'une certaine manière à ce qui se passe avec les médias indépendants? Exactement. Parce que les médias indépendants posent beaucoup de questions sur Exactement. le fonctionnement de la société. Exactement. Et c'est pourquoi on voit les gouvernements s'inquiéter énormément des médias indépendants. Car si des gens dans la population disent « ces ombres sont fausses », cela crée un effet de ricochet. Cela pousse les gens à commencer à remettre en question les ombres sur le mur. On ne peut pas permettre ça. C'est donc pour ça qu'il est important d'avoir de la censure. C'est pourquoi il est important de déplatformer les gens. C'est pour ça qu'il y a la politique woke, le DEI, car c'est un mécanisme de coercition.